Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke, he's so mad, but he won't give up. Et ça donne le goût de chanter ça, Luc La Liberté, ce matin. Mais c'est plus tout le monde qui a le droit de chanter cette chanson-là, Lose Yourself de Eminem. Voilà. Je vais t'en parler parce que le candidat républicain surprise, que tu décris depuis des semaines déjà, le Vivek Ramaswamy, qui un alter ego de rappeur, ça a de l'air, qui se plaisait à chanter des chansons d'Eminem, ce qui n'a pas plu du tout à Slim Shady, le grand rappeur. Non, voilà, écoute, moi, ça m'a plu beaucoup de l'entendre ce matin, tant qu'à se mettre dans l'ambiance de la politique américaine. Ben, allons-y pour ça. Il me semble qu'on est... Ça va avec le ton des différentes campagnes, des différentes interventions. Mais voilà, ça arrive souvent en politique qu'on tente de récupérer des chansons. Je me souviens de vieilles controverses comme Ronald Reagan qui, lui, souhaitait récupérer Born in the USA du boss lui-même, de Bruce Springsteen. Mais cette fois-là, c'est Eminem qui met son pied à terre et qui dit « Désolé, je veux pas être associé à la politique, ou à tout le moins, en tout cas, je veux pas être associé à Vivek Ramaswamy. » Et il semble avoir un don, bien sûr, pour la controverse, Ramaswamy. Il semble que son maître à penser soit, en la matière, Donald Trump. Donc, il a provoqué également hier, dans les derniers jours, une élue du Congrès, une élue noire du Massachusetts. Et il l'a décrit, grosso modo, il a dit, écoutez, elle est tellement intense comme progressiste qu'elle est chez les progressistes l'équivalent du Grand Duke ou du grand chef du Ku Klux Klan. Donc, comme déclaration et comme provocation en 2023, associer quelqu'un au grand chef du Ku Klux Klan, je pensais qu'on avait appris quelques leçons d'histoire. Tu vois, j'explique ça en classe à mes étudiants. L'histoire ne sert pas à éviter les erreurs du passé. On remet en contexte, on explique des choses, mais malheureusement, on oublie très rapidement ou on ne considère pas ça. Alors, il y a eu une levée de bouclier hier de l'élu elle-même qui habituellement n'est pas reconnue. C'est vrai que c'est une progressiste particulièrement intense, mais elle n'est pas reconnue pour s'engager comme ça dans des bras de fer ou pour relever chaque commentaire ou chaque allusion à la question raciale. Alors hier, elle et plusieurs de ses collègues ont mené une charge contre Ramaswamy. Donc, à la fois Eminem qui réagit vigoureusement en disant « Tu ne fais plus ça, tu ne touches plus à ma musique pour faire la promotion de tes idées politiques ou de ta carrière. » Et de l'autre côté, je pense que c'est particulièrement maladroit dans le contexte actuel, dans le contexte de la journée Martin Luther King, que de référer au grand chef, au Grand Wizard. Je disais Duke tout à l'heure, là, c'est le Grand Wizard en anglais, le grand chef donc du Ku Klux Klan. Ouais, c'est plus que maladroit, là, c'est carrément déplacé comme commentaire. Ah ouais, carrément. Moi, je trouve ça toujours drôle quand il y a des artistes qui commencent à demander à certains élus là, de plus utiliser leur musique. Trump s'en venait pas mal le champion du monde, là. Je pense que c'était Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, les héritiers de Prince qui étaient tous intervenus pour lui dire « Hey, c'est assez ». Les Rolling Stones lui ont déposé une poursuite aussi. Non, fait que c'est toujours... C'est toujours intéressant de voir des artistes prendre position comme ça, puis c'est évidemment encore plus navrant de voir des propos comme ceux que tient Ramaswamy, particulièrement dans un contexte où il vient d'y avoir une tuerie raciste en Floride, en plus, Luc. Voilà. Et il n'est pas le seul des républicains qui n'est pas vraiment aimé dans ce contexte-là. Non, voilà, le gouverneur de la Floride, on le sait, Ron DeSantis, on a dit, hein, on joue, puis en politique, il faut se faire remarquer. Ça arrive chez les progressistes, ça arrive chez les républicains. Et DeSantis a dit, lui, je veux être l'homme fort de la Floride. Je veux être l'endroit où les woke vont pour mourir. Il est intervenu vigoureusement sur l'avortement. Il est intervenu vigoureusement sur l'enseignement de l'histoire des Noirs, sur l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. Et c'est ça qu'on lui a ramené en plein visage hier. Donc, il y avait une veillée à laquelle il s'est invité, une veillée pour les victimes de cette tuerie qui... C'est carrément un caractère raciste, là. On ne pense pas que ce n'est pas une allégation. Le tireur cherchait des Noirs
et il y en a 3 qui sont décédés. Ça aurait pu être encore plus grave que ça parce qu'on lui a refusé l'entrée dans une université. Donc, il y a cette veillée hier et oui, il y a encore de la violence. Oui, il y a encore des crimes haineux aux États-Unis et DeSantis s'invite à cette veillée et il a été accueilli par des huées. Je pense que, peu importe nos allégeances politiques, on peut comprendre les représentants de la communauté noire qui étaient là. Quand on voit qu'on essaie de limiter l'enseignement de l'histoire des Noirs, l'enseignement de l'histoire de l'esclavage pour ne pas heurter les Blancs qui sont en classe, ça fait partie de l'histoire. Là. On ne parle pas d'interprétation historique. On parle de revenir sur des faits, puis sur des faits très graves. Je pense qu'on peut comprendre que DeSantis ait un retour d'ascenseur qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas du tout. Puis ce DeSantis, il a un certain nombre de dossiers chauds sur les mains. On pense à un ouragan. L'ouragan, je pense que M. DeSantis va s'en sortir beaucoup mieux dans sa gestion qu'il ne va le faire sur la question raciale. S'il y a un danger pour M. DeSantis, c'est bel et bien la gestion d'un événement aussi triste que celui de Jacksonville. Quand on souffle sur les braises de la haine ou à tout le moins de la question de l'exploitation, de la ségrégation ou de la violence à l'endroit des Noirs, c'est particulièrement risqué, on le sait. Alors hier, avertissement pour M. DeSantis, on verra la suite, on verra comment il va gérer ça, comment son équipe va gérer ça. On avait déjà parlé tous les deux, je pense, dans nos discussions cet été, d'ailleurs de gens d'extrême droite et de certains suprémacistes blancs qui s'invitent en politique en Floride. Si à un moment où M. DeSantis doit s'assurer que ça ne l'entache pas, que ça ne le rejoint pas, c'est bien au moment où on se parle. Oui, absolument. Surtout que sa campagne pour la présidentielle républicaine va pas très bien non plus. Là. Il y a plusieurs endroits où il se fait remarquer négativement. Là, on reproche entre autres son manque de charisme, Luc, à plein d'égards. Écoute, on l'a vu, je pense, pendant le débat. C'est quelqu'un qui est incapable de sortir pendant un débat des lignes qu'on lui a préparées, de ce qui est écrit à l'avance. Il est incapable, semble-t-il en tout cas, peut-être qu'il l'est, mais qu'on lui dit de ne pas le faire. Il semble incapable d'émotions sincères, outre le ton de la colère. Et il semble incapable d'improviser. Il y a un risque à improviser, mais les bons politiciens sont en mesure de le faire à partir des lignes qu'on leur a données, ou du carcan parfois dans lequel on leur dit de rester. Ça semble pas être une force pour M. DeSantis. Et tu le dis, il pêche assurément pas par excès de charisme. Et ça, c'est pas que depuis le début de la campagne. C'est une chose qu'on lui reproche depuis un certain temps. Donc, M. DeSantis, c'est une dure semaine ces temps-ci. Il a même dû hier se défendre d'informations qui circulaient à l'effet qu'il serait prêt à se retirer de la course à la présidence éventuellement, qu'il y avait un plan pour effectuer ce mouvement de recul ou de repli. Et hier, il est intervenu pour dire non, je suis là pour rester. Même si Donald Trump a effectué un léger recul dans les sondages, il conserve malgré tout une avance qui semble, au moment où on se parle, insurmontable. Ah, ben là, parlons-en de Donald Trump. Hein? On n'en avait pas parlé encore. Que serions-nous en ce moment sans l'orbite, la gravité autour du trou noir qu'est Trump, là, en ce moment, en termes d'attraction, d'attention? La date de son procès est finalement connue. Voilà, donc, avril 2024. La procureure demandait au mois de mars à l'origine. Les avocats de Donald Trump, eux, souhaitaient qu'on reporte au calendrier grec ou presque, qu'on fasse ça après l'élection présidentielle. Donc, la juge a tranché quelque part entre les deux, mais plus près de la position de la poursuite. Et M. Trump va donc devoir se débattre devant les tribunaux pendant le calendrier des primaires. Quand on s'en va au mois d'avril, c'est pas impossible qu'il ait déjà s'il reste là, bien entendu, c'est pas impossible qu'il ait déjà une avance en termes de délégués pendant les primaires qui fasse de lui le candidat des Républicains. Mais c'est possible que ce ne soit pas décidé aussi, dépendamment comment les adversaires vont jouer leurs cartes. Pendant combien de temps vont-ils demeurer 7 à s'opposer à lui avant qu'on effectue un ménage et qu'on se regroupe derrière un ou deux adversaires? Donc, chose certaine, on l'avait dit, la question judiciaire va le rattraper pendant les primaires, fort probablement pendant la campagne électorale, ce qui est encore plus grave. Puis, pas juste la question judiciaire. Maintenant, ce sera un procès. Retombée aussi, Mme Chutkan qui gère le procès, la juge a dit « J'ai discuté avec mon homologue de New York. La cause pour New York, qui est celle de la fraude fiscale, finalement, avoir trafiqué ses livres pour cacher le paiement de Stormy Daniels, ça traîne encore, ça, on n'en parle plus parce que c'est moins grave
que les plus récents procès, mais ça se peut qu'on déplace ce procès-là, qu'il ait lieu plus tard. Donc, il semble que M. Trump va être rattrapé assez rapidement par les deux dossiers les plus importants, celui du 6 janvier 2021 et celui, bien sûr, de l'interférence alléguée en Géorgie. Oui, puis c'est les cas, évidemment, qu'on suit le plus. Tu fais bien de le dire, Luc, pour une raison aussi dont on a parlé plus tôt cette semaine. Il y a des gens qui commencent à dire qu'il pourrait être disqualifié en vertu de l'amendement qui précise que s'il est un traître à la nation, mais on peut pas se présenter aux élections, puis une insurrection, puis de la tricherie électorale, c'est pas mal la définition de la traîtrise envers la nation. Donc, c'est sûr que ça va être extrêmement suivi là, dans tous les cas. Effectivement. Luc, je veux absolument qu'on parle parce que les États-Unis, souvent, on les regarde avec des fois de l'envie, des fois de la colère, des fois un peu de dégoût parce qu'il y a des valeurs, on dirait, qui s'éloignent tellement des nôtres. Une de tout ça, c'est la peine de mort qui est encore appliquée dans plusieurs États, même si c'est complètement étranger. Nous autres, ici au Canada, là, ça n'existe plus depuis quand même plusieurs années. Et là, il y a un mode d'exécution qui est controversé, mais qui est quand même implanté dans plusieurs États. Explique-nous un peu en quoi ça retourne, tout ça. Voilà, donc, sujet pas nécessairement facile, pas agréable pour débuter une journée, mais ô combien important, puis culturellement, tu soulignes, souvent ça nous rejoint moins bien, moins directement parce qu'on a rompu avec cette pratique. 3 États, l'Alabama, le Mississippi et le Texas. Et le Texas s'apprêterait à passer à l'action. On a décidé de changer la façon de mettre à mort, donc les condamnés. Il y en a des condamnés qui, parce qu'on a de la difficulté justement avec les injections létales, avec le mélange de produits utilisés, il y a des détenus qui finalement ont vu leur exécution reportée, mais on parle de décennies dans certains cas. Donc on a dit, écoutez, on a une nouvelle pratique, on va leur faire respirer de l'azote pur. Donc, on leur fait respirer de l'azote pur. Pourquoi? Parce qu'on les prive d'oxygène et c'est ce qui entraînerait la mort. Quand on en est arrivé à cette solution-là, les opposants à la peine de mort, un certain nombre de personnes se sont dit, vous êtes certain qu'on va dans cette direction-là? Vous êtes certain que ça respecte? Et c'est là le fond de la question qui, à mes yeux, est plus important, le caractère de la Constitution. Quand on relit les premiers amendements, ce qu'on appelait à l'époque le Bill of Rights, la Charte des droits, les 10 premiers amendements à la Constitution, dans le 8e amendement, on dit qu'il ne pourra pas y avoir de sanctions excessives ou cruelles. Châtiment, donc excessif ou cruel. Et c'est avec ça qu'on attaque la peine de mort aux États-Unis, dans de nombreux États. Et grosso modo, l'idée de leur faire respirer que de l'azote et donc de retirer l'oxygène, on se demande, est-ce qu'ils ne servent pas de cobayes avec cette pratique-là? Et est-ce qu'on est sûr qu'en entraînant la mort, on ne les fera pas souffrir, que ce n'est pas un châtiment excessif? C'est ça qu'on remettait en question aussi avec ce mélange de produits lors d'injections létales. Dans certains cas, ça a dérapé et la personne qu'on exécutait a eu une mort qui s'est étalée sur des heures et dont on pouvait dire ça a été souffrant. Je laisse les gens débattre. Est-ce qu'on doit souffrir ou pas? La Cour suprême s'est penchée sur la question. Le juge Clarence Thomas a déjà débattu de un châtiment excessif. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas souffrir. C'est la limite de la souffrance. Qu'est-ce qui est trop souffrant et qu'est-ce qui ne le serait pas assez? On en est là dans les discussions. Donc, je vous laisse, bien sûr, je laisse nos auditeurs se faire une tête là-dessus, mais c'est ce qui est débattu actuellement. Est-ce que vous vous servez des condamnés à mort comme cobayes avec cette pratique-là? Et pouvez-vous nous dire que ça ne contrevient pas au 8e amendement à la Constitution? Parce qu'il y a bel et bien un amendement contre les peines cruelles ou les châtiments cruels et excessifs. Oui, parce que je t'avoue, j'écoute ça, là, Luc. Je suis pas l'expert international là, de la peine de mort, mais je sais pas, là, moi, entre me faire... Si on avait à me faire choisir là, comment je voulais être exécuté, entre me priver d'oxygène peu à peu, puis je sais pas, moi, me passer à la guillotine, puis me couper la tête d'un coup. Tu sais, je comprends que ça a l'air plus barbare comme ça, là, la guillotine, mais on dirait que c'est ça que je choisirais, tu sais, comme mort instantanée, pas de souffrance, puis on n'en parle plus. Je sais pas. Ça me vire à l'envers, honnêtement, ce genre de sujet-là. J'y pense, puis j'ai des frissons. Honnêtement, je ne sais que dire autour du sujet de la peine de mort, mais comme tu dis, on va laisser nos auditeurs se faire une tête là-dessus. Luc La Liberté, merci beaucoup. Une bonne journée, Alexandre. Salut. Il s'engage